Ça sent la galette aussi, ça sent le Queen Amman, on entend les bignots, les cornemuses, il n'y a pas de doute. Bienvenue en Bretagne. C'est donc ici à Saint-Malo, la cité corsaire, chère à l'explorateur Jacques Cartier, qu'aura lieu cet après-midi la troisième manche de la Coupe de France de cyclisme. Une épreuve nouvelle, inscrite au calendrier. Michel Broutineau, le directeur de l'épreuve, nous raconte la naissance de cette nouvelle course. Cette course a été créée à l'issue de l'arrêt du Grand Prix de la ville de Rennes. Comme je faisais partie du conseil d'administration, j'ai essayé de garder la date. J'ai pu le réaliser et j'en ai profité pour proposer à la ville de Saint-Malo et la communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo cette épreuve et c'est avec plaisir qu'ils l'ont acceptée. Bien évidemment, on ne pouvait pas passer par la Bretagne sans passer voir M. Emmanuel Hubert, directeur sportif de l'équipe Bretagne Schuller, déjà pour deux raisons. La première, c'est que son équipe est tenante du titre du classement général par équipe. Et la deuxième, c'est qu'Emmanuel Hubert est malouin. Il joue à domicile aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il plus est, je suis né à Saint-Malo, j'ai habité pendant 30 ans à Fougères. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette toute nouvelle épreuve? Bien que c'est un très très joli parcours, on passe dans des secteurs comme Cancale, comme vers la Pointe du Grouin aussi également, des zones protégées, donc notamment dans le briefing, j'ai dit à mes coureurs de faire très attention par rapport aux déchets, tout ça, si on veut encore pratiquer le cyclisme et que des courses cyclistes empruntent ces voies-là, il faut à tout prix protéger ces lieux. Maintenant, ensuite, après, on va aussi passer du côté de Saint-Suliac, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, qui sont des petits villages de la périphérie malouine qui sont très 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 jolis. Et tout au long du parcours, même le circuit, il y aura de très très belles images à faire pour vous et sûrement une très très belle épreuve. Pour cette grande première en Ille-et-Vilaine, Jérémy Roy se présente comme l'un des favoris de la course. Accompagné d'une équipe solide avec notamment Fedrigo, Mersman ou Roux, l'affable Tourangeau savoure sa place de co-leader au classement général de la Coupe de France. C'est vrai que la saison est longue, il y a beaucoup de manches, mais être co-leader c'est toujours sympa. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai essayé de saisir l'opportunité, être tout seul leader, j'ai essayé de marquer des points. L'arrivée est en faux plat montant, c'est tout bon non, pour toi? C'est tout bon, sauf que je vais pas vite au sprint. Mais bon, dans un petit groupe ça peut le faire, mais on va bien voir au fur et à mesure de la course. J'ai aussi des bons équipiers qui peuvent jouer leurs cartes. Grand espoir du cyclisme français, le puissant routier sprinter Tony Galopin est l'un des hommes forts de ce début de saison. Souvent placé, rarement gagnant, le tonitruant protégé de Stéphane Auger chez Cofidis a besoin d'une belle victoire pour reprendre confiance. Est-ce que les routes bretonnes lui serviront de déclic? Il faut voir comment se déroule la course, première ici, donc personne ne sait comment ça peut se dérouler, le scénario, tout ça, donc on va voir et puis s'il y a une arrivée groupée, essayer d'aller marquer des points et pourquoi pas gagner. Le scénario est difficile à dire, donc on va voir. Après, il y a quand même quelques bons sprinteurs et bon, l'objectif c'est quand même de gagner, que ça reste un sprint où on a d'autres coureurs ici capables de briller dans une échappée ou un petit groupe au sprint, donc plusieurs cartes à jouer. Ouais. En ce qui concerne les autres forces vives de cette flèche d'émeraude, on notera l'absence du leader de la Coupe de France, Thomas Vauclair. Malgré tout, son équipe Europcar compte dans ses rangs des coureurs en grande forme, capables de jouer les troubles faites. C'est le cas notamment du japonais Yukiya Arashiro, très en vue 2 jours auparavant à la route Adélaïde de Vitré. Pourtant, suite au drame qui secoue son pays natal actuellement, il a été très dur de se remotiver. Ah ouais, c'est le premier jour, c'est difficile pour moi parce que ma copine elle est à Tokyo. 6h du matin ici, elle m'a téléphoné, maintenant elle tombe la montée. J'ai dit non, mais si, pendant la journée. Moi j'ai fait partie entraînement parce qu'on était stage de les essais, mais 3 heures j'étais toujours pensé à elle, donc c'est pas bien pour la tête. Mais après 1 semaine, 2 semaines, maintenant 3 semaines, ouais ça va, c'est au Japon toujours pareil, je bouge pas mais ouais ça va le moral. Maintenant bien concentré pour le vélo, parce que aux Japonais qui attendent victoire pour moi, c'est une bonne nouvelle. Alors donc j'ai motivé pour pédaler. Ce sont 106 coureurs de 14 équipes
qui aspirent à être les premiers à inscrire leur nom au palmarès vierge de la Flèche d'Émeraude. Devant un public nombreux, mais sous un ciel maussade mais sec, les coureurs s'élancent dans l'agglomération malouine pour 180 km 900, avec une partie en ligne de 108 km alternant route de campagne et passage en bord de mer, et un circuit final long de 14 km que les coureurs emprunteront 5 fois. Il faudra attendre le 16e kilomètre pour enfin voir un attaquant. Ce sera François Parisien, le Québécois de l'équipe Spider-Tech, qui connaît bien ses routes pour les avoir souvent empruntées lorsqu'il évoluait au Vélo Club de Pontivy, un brillant club breton. Le peloton roule à très vive allure, et bien entendu ne laisse aucune chance aux Canadiens, ni même à d'autres fuyards qui tenteraient de prendre la poudre d'escampette. Seulement voilà, après 23 km, c'est la bonne. 11 courageux tentent expédition à partir des routes sinueuses de l'Île-Mer. 11 coureurs représentant 11 équipes différentes. Et on trouve parmi eux Jérémy Roy, le leader de la Coupe de France. Quelques coureurs bretons aussi sont là pour se distinguer devant leur famille. Mathieu Alleguen de Bretagne-Schuller, Perry Kemener, Europcar. D'autres coureurs français sont également présents. Ludovic Turpin, Sorso Jasson. Ou encore le champion de France amateur en titre, Anthony Collin de l'équipe Roubaix Métropole. Johan Mombert, déjà parti plus tôt, de chez Big Matobert 93, est aussi présent. Des coureurs étrangers complètent le tableau. Hermetti, l'italien de Androni Giocattoli. À nouveau François Parisien, tiens, le Québécois. Kosian, de l'équipe Type 1. Ou encore l'autre Slovène, Fight, de la formation Adria Mobile. Et le 11e coureur de ce joli groupe, c'est Tony Galopin en personne, qui a décidé de tenter sa chance sans attendre un sprint massif. Tony est le plus rapide du groupe de 11, donc si jamais ça arrive au bout, c'est une très bonne affaire pour nous. Il peut passer leader et de la Coupe de France et gagner l'épreuve, donc pour nous tout se déroule parfaitement. Le seul souci, si l'échappée est reprise, j'espère qu'il aura des forces pour disputer le sprint, parce que c'est également un des hommes les plus rapides du peloton, donc on va attendre un peu, mais pour l'instant, pour la Cofidis, ça se déroule super bien. Mais les Espagnols de Carraroral n'en ont que faire. Ils n'ont personne devant, alors ils contrôlent. L'écart monte petit à petit, 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes. Après une heure de course, la moyenne est de plus de 47 km/h. Les 11 hommes de tête n'ont que 30 secondes d'avance. Le peloton ralentit quelque peu son allure. Pourtant, l'écart n'augmente que timidement. À 130 km du terme, l'écart est seulement de 50 secondes. Finalement, AG2R La Mondiale, qui elle aussi a loupé le coche, va accompagner Carraroral à l'avant du peloton pour maintenir un écart qui oscillera très longtemps entre 45 secondes et 50 secondes. À la sortie de la zone de ravitaillement, l'écart atteindra son apogée. 1 minute pile sépare le peloton de la tête de course. Et lorsque nos 11 échappés entrent dans le circuit final, on sent que la fin est proche. L'écart diminue de minute en minute. Au kilomètre 128, la jonction va s'effectuer. Pourtant, 3 hommes refusent d'abdiquer, tentent vainement de résister, c'est peine perdue. Quelques hectomètres plus loin, nous assisterons au regroupement général. Il reste 3 tours, soit environ 40 km. De nombreux coureurs rejettent l'idée d'un sprint massif. Il y aura donc des attaques de partout, notamment sous la houlette de Cédric Pinault, FDJ. Tony Hurel aussi, Europcar. Même Pierrick Fédrigo se dit qu'un coup est jouable. Mais le peloton restera toujours aux aguets. Aucun coureur ne recevra de bonnes sorties aujourd'hui. C'est donc une arrivée au sprint qui se profile sur le boulevard Rochebonne, alors que la pluie s'est mêlée à la fête. Le sprint est brillamment lancé par le Belge Gianni Meersman sur la gauche de la route. Il sera malheureusement trop juste. Et c'est donc Tony Galopin, à 50 mètres de la ligne, qui surgit, on ne sait où, et remporte de main de maître cette première édition de la Flèche d'Émeraude. Une remarquable performance de la part du tout jeune coureur de la Cofidis, qui a réussi à garder quelques forces, malgré le fait qu'il ait été échappé toute l'après-midi. Tony Galopin peut être content, cela faisait 10 mois qu'il attendait ce moment.
10 mois depuis sa dernière victoire au Tour du Luxembourg. Le Slovène Kocian, l'Italien Ginani complètent le podium. A noter la présence de 3 coureurs de la Bretagne Schuller dans le top 10, qui ont de bonnes raisons de partir déçus. Au classement général de la Coupe de France, avec une 2e place et une victoire en 3 courses, Tony Galopin pointe évidemment en tête avec 85 points. Roy et Vaucleur restent en embuscade. Jean-Luc Delpech gagne 6 rangs quand Meersmann fait son entrée dans ce classement. Mais la route est encore longue pour connaître le successeur de Leonardo Douquet. Il reste encore 12 épreuves. Pourtant, le vainqueur du jour a fait forte impression. Le premier passage était encore dans les 11 devant, donc avec la partie de manivelle qu'on avait fait, je pensais que ça allait être très compromis quand même. Je me suis dit bon, maintenant ça va être dur, là 100 km à se battre à 11 là comme ça. Et puis ouais, finalement je me suis refait, j'ai vu l'arrivée, l'arrivée me plaisait, du coup je me suis dit bon bah ça reste une Coupe de France, il y a des points pour l'équipe, il y a des points individuellement, je me suis dit bon, faut aller le faire quand même quoi. Et puis ouais, ça sourit quoi. Et t'avais encore les jambes pour battre tout le monde, les grands, les Italiens là derrière? Ouais, finalement, ouais. Des fois, ça joue à pas grand-chose. Hein. La bonne roue, je me retrouve dans la roue à Ginani aux 500 mètres, l'ouverture, et puis à 200 mètres, et puis ouais, voilà. Des fois, ça joue à pas grand-chose. L'objectif, c'est la Coupe de France par équipe, qui est le plus important pour l'équipe, mais après, je pense qu'il ne faut pas dire que c'est un objectif au bout de 3 épreuves, il faut voir au fil des épreuves, et puis s'il y a 4 ou 5 épreuves de la fin, bah, ouais, je suis dans le coup, après, on verra, ça vaudra peut-être le coup de jouer ça, quoi. C'est donc une belle victoire du jeune coureur de la Cofidis Tony Galopin, 24 ans. Nous sommes avec Bernard Hinault. Forcément, la victoire d'un jeune coureur qui incarne l'avenir, ça doit vous faire très très plaisir. Bien sûr, en plus Tony, donc, je connaissais bien parce que j'ai couru avec son père et puis ses oncles. J'ai vu aussi son évolution quand il a été junior, il promettait beaucoup. Et puis il a eu une période un peu plus cool et puis là il recommence bien et c'est l'âge où il faut vraiment montrer tout ce qu'on a dans les tripes, quoi. Alors justement, ce matin, il avait sa petite idée dans la tête et en général c'est quand même le signe d'un grand ou d'un futur grand de prévoir une victoire. Bah, de prévoir, on se la met dans la tête, mais après c'est pas toujours facile de la réaliser. Mais c'est vrai qu'il est venu reconnaître le parcours, il a regardé un petit peu cette arrivée. Auger qui était avec lui, son directeur sportif, l'a vu lui aussi, il lui a dit c'est une course pour toi, c'est un endroit qui te convient à merveille, c'est 500 mètres de ligne droite, légèrement montant. Et Tony qui est pas le vrai sprinter pur comme on peut en avoir, mais qui est puissant, bah, dès que ça monte un tout petit peu, il est très à l'aise. Alors, cette victoire vous fait énormément plaisir. En plus, on est chez vous en Bretagne pour cette toute première de la Flèche d'Émeraude qui s'est très bien déroulée. Ça a été une belle course finalement. C'est une belle course, très rapide, parce qu'il faut presque 47 km/h. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas de vent, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça aille très très vite. Il manque peut-être des difficultés, mais dans la région de Saint-Malo, on ne peut pas en trouver. Donc, il faut se mettre dans la tête que dans les prochaines éditions, on aura toujours une course très rapide qui sera faite vraiment pour des sprinters ou alors des attaquants qui peuvent partir avec 3 ou 4 échappés. Mais il faut oser, il faut essayer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs fois, il y en a qui ont essayé, bah, ça n'a pas passé, mais peut-être l'année prochaine, ce sera mieux. Alors, le prochain rendez-vous, il y aura peut-être des échappés qui vont aller au bout. Ce sera, on pense à Paris-Camembert, ou Vimoutier, c'est les difficultés qu'il y a sur la fin de parcours. Les sprinters, souvent, sont un peu à la ramasse, ils ont plus de mal. Donc, c'est un autre style de course. Donc, Monsieur Hinault l'a dit, prochain rendez-vous de la Coupe de France, donc la 4e épreuve, ce sera le 12 avril, Paris-Camembert, et ce sera évidemment votre résumé sur Eurosport.